le secteur des cryptoactifs et l'investissement en cryptoactifs n'est plus du tout quelque chose de niche ou de marginal. On est à 8% de Français l'an dernier qui détiennent des cryptoactifs. Et cette année, on est à plus de 10%. Donc on a quand même une croissance extrêmement importante. Donc on est sur des gens qui cherchent à diversifier, des gens qui sont déjà plutôt à l'aise avec l'investissement, avec le monde financier, qui en fait explorent d'autres opportunités, notamment les cryptoactifs. On a enfin des banques qui sortent du bois pour dire « moi je m'y intéresse ». Un Français sur 5 serait prêt à changer de banque Oui, si en face ils avaient une autre banque qui leur proposait d'accéder au marché de cryptoactifs. Cette nouvelle clientèle, elle n'est pas du tout à la main des acteurs d'aujourd'hui. Et au contraire, les nouveaux acteurs leur parlent beaucoup plus. Et surtout que, on le voit, il y a quand même dans le développement des acteurs crypto une volonté d'aller aussi sur des segments plus de la banque finance traditionnelle. À un moment, ils seront peut-être encore plus complets pour proposer ça aux Français, aux Européens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubaud, le cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir dans le Bitcoin sans aucun effort. Aujourd'hui, nous allons parler de Bitcoin, mais aussi de l'industrie crypto plus globalement, en France et en Europe, en explorant les tendances actuelles, les opportunités et les défis avec une experte en la matière, Faustine Fleuret. Faustine est une figure emblématique dans le domaine des cryptoactifs et de la blockchain en France, avec une carrière débutée à l'Autorité des marchés financiers, puis à l'Association française des marchés financiers, suivie d'une aventure chez Consensus, et désormais à la tête de l'ADAN, l'association professionnelle du Web3 et de la crypto, regroupant plus de 200 professionnels qui développent au quotidien l'innovation et les cas d'usage du web décentralisé dans tous les pans de l'économie. Faustine est au cœur des discussions réglementaires et stratégiques du secteur crypto en France et en Europe, et c'est un honneur pour nous de l'avoir avec nous. Faustine, bienvenue sur Comprendre Bitcoin. Bonjour. On se connaît déjà, on a déjà eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises parce que Bitstack est membre de cette association, donc de la DAN. Donc c'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir échanger sur ces sujets du coup qui nous touchent nous personnellement en tant qu'entreprise régulée, enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques, et on va expliquer tout ça. Et donc d'avoir tes retours d'expérience, ça va être super intéressant. Est-ce que tu pourrais démarrer par te présenter dans les grandes lignes, nous parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans l'industrie? En tout cas, déjà, merci pour l'invitation et c'est tout le plaisir pour moi d'être à ton micro, Alexandre. Donc, je suis Faustine Fleuret, je suis présidente de l'ADAN que tu as rapidement présenté, mais dont l'objet est de représenter et porter la voix des professionnels du secteur crypto et Web3 qui ont besoin finalement d'avoir quelqu'un qui va défendre leurs intérêts auprès des décideurs publics, des régulateurs ou d'autres industries que la nôtre qui ne sont pas forcément familiers et parfois même pas très contents de voir cet écosystème se développer. Et donc, ma mission en tant que présidente, c'est d'incarner cette voix, de représenter le secteur et en tant que directrice générale de l'association, de gérer les affaires courantes de l'association et une équipe aujourd'hui de 5 personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta première expérience avec Bitcoin, enfin comment tu l'as découvert ou ou de la crypto plus globalement, et qu'est-ce qui t'a intéressé et qui t'a même du coup amené à travailler sur le sujet? Alors étonnamment, la première fois que j'ai entendu parler de blockchain et de Bitcoin, c'était à l'AMF, à l'Autorité Ok. des marchés financiers, donc le régulateur, le gendarme boursier. Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas encore d'équipe fintech à proprement parler. Elle s'est montée quand j'y étais, mais il y avait déjà des collaborateurs qui avaient une appétence particulière et qui commençaient à en parler autour d'eux. Et j'étais dans l'équipe de l'un d'eux qui m'a donc amenée vers ces sujets, à commencer à m'y intéresser. Et quand j'ai travaillé à l'Association française des marchés financiers, c'est le moment où le régulateur s'est justement intéressé, alors à l'époque aux ICO, les Initial Coin Offering, mais de façon plus générale au marché de cryptoactifs qui était grandissant, où il y avait beaucoup de résonance autour de fraude, de scam. Et donc, il commençait à se demander qu'est-ce qu'on en fait. Et comme j'étais à l'association, j'étais aussi la plus jeune, j'étais celle qui était la plus appétente aux nouvelles technologies. J'ai pris en charge le sujet pour participer à ces réflexions et monter l'expertise crypto de la MAFI, l'association dans laquelle je travaillais. Tu as parlé des ICO, est-ce que c'était vraiment pour toi, avec le recul maintenant, l'élément déclencheur qui a fait que les régulateurs sont penchés sur le sujet, c'est ça? Complètement, parce que ça a été un moment, ce qui a amené beaucoup de Français à s'intéresser
aux cryptos. Malheureusement, parfois se faire avoir, mais du coup, découvrir cet univers. C'est vrai que là, on est déjà, entre guillemets, en 2017 et Bitcoin est déjà bien plus vieux. Mais c'est à ce moment-là qu'on a vraiment démocratisé, vu une démocratisation de la crypto à travers les ICO en France. Ouais. D'ailleurs, peut-être pour rappel pour ceux qui nous écoutent, ICO qui est pour, Initial Coin Offering. Alors tu vas me corriger si je me trompe parce que moi c'est un sujet, qui est plus loin du coup de Bitcoin comme tu le disais, ça reste différent. C'est, le mécanisme pour une entreprise de se financer en émettant un jeton numérique. C'est Tout ça à fait. globalement? Ouais. Oui, c'est un nouveau mode de financement. La problématique, c'est que pour des jeunes pousses du secteur, les financements traditionnels, que ce soit bancaire, on y reviendra, mais la relation crypto-banque n'est pas forcément la plus simple, mais financement bancaire ou financement de marché, qui est à un stade beaucoup trop loin pour des jeunes pousses, c'est pas accessible. Et c'est vrai que l'idée, c'était de déjà tester l'appétence d'une communauté à un projet en émettant des jetons qui allaient permettre un accès préférentiel, on va dire, mais qui donc, contre l'émission, permettait aux porteurs de projets de collecter, des fonds pour développer cette idée. Mais en général, donc, c'était à un stade très, très peu développé du projet et c'est pour ça qu'on a eu aussi des opportunistes qui ont collecté, des fonds, de gens à qui on promettait, des pourcentages, très élevés, de rémunération derrière, mais qui malheureusement n'en ont pas vu le jour. Ah et on a vu beaucoup de projets du coup qui sont, où les promesses n'ont pas été tenues et du coup malheureusement, pour l'épargnant moyen qui s'intéressait sur le sujet, qui a dû vu son argent, partir, enfin perdre tout son argent quoi globalement. Oui, et la couverture médiatique était, déjà relativement, Importante. Mmh. importante sur ces sujets, mais déjà relativement négative et c'est pour ça qu'on peut déjà originer à ce moment-là le fait que les premières idées préconçues et la première réticence à s'intéresser au sujet, se soient installées. Avant qu'on creuse un parce que du coup ça j'avais plein d'autres questions qui en découlaient, mais avant qu'on avance dans le sujet, est-ce que tu pourrais, nous donner toi un peu ta définition du Bitcoin? Qu'est-ce que c'est, et pourquoi c'est intéressant? Et après on creusera un peu de là. Alors Bitcoin, c'est un réseau blockchain et une crypto-monnaie et c'est surtout l'origine de tout l'écosystème que l'on connaît aujourd'hui. On parle des technologies blockchain parce qu'aujourd'hui, on n'a pas que Bitcoin, on va avoir Ethereum et beaucoup d'autres réseaux. Mais c'est vrai que la genèse des innovations crypto et Web3, c'est Bitcoin. Et c'est cette finalement naissance d'une alternative qui n'existait pas au demeurant dans le domaine financier, mais qu'aujourd'hui on voit se développer dans beaucoup d'autres segments, une alternative où on se passe d'intermédiaires pour rendre et bénéficier de services. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un paradigme parfois compliqué à comprendre pour des gens qui sont par exemple dans la finance depuis longtemps, parce qu'on parle de décentralisation, on parle de désintermédiation et on parle de re-responsabiliser les gens quant à leur façon d'investir, leur façon d'acquérir. Mais face à des responsabilités, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup plus d'opportunités. On va en parler, de l'adoption, enfin, on va parler de l'adoption globalement, du bitcoin, des cryptomonnaies en France et au sens plus large en Europe. Je sais que vous avez fait, l'ADAN et en collaboration avec KPMG, 2 études, même si je ne me trompe pas, sur l'année 2021 et 2022, que vous avez publiées en 2022 et 2023, sur l'adoption donc des cryptomonnaies en France. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et quels sont les grands chiffres qui en sont sortis, sur, cette adoption-là? Effectivement, l'enjeu, c'est une étude annuelle qu'on compte, OK. reproduire, c'est de pouvoir un peu quantifier le phénomène. Parce que c'est parfois difficile dans le cadre de débats d'arriver en expliquant qu'il y a un super potentiel au développement de l'écosystème, sans pouvoir, qualifier, quel est l'état de la demande potentielle et à quoi ressemble le secteur en fait, réellement. Donc c'est une étude effectivement qui vise, notamment à montrer, que le secteur des cryptoactifs et l'investissement en cryptoactifs n'est plus du tout quelque chose de niche ou de marginal. Et donc, les chiffres, par exemple, 2022 de détention des cryptoactifs en France sont déjà importants, puisqu'on est à 8 de Français, l'an dernier qui détiennent des cryptoactifs. Et cette année, on est à plus de 10. Donc on a quand même une croissance extrêmement importante et c'est vrai que c'est en général les 2 chiffres, qui vont être le plus parlants, notamment pour des industries comme, les industries bancaires et financières qui pensaient pas du tout que la demande de ces nouveaux types d'actifs qu'eux pourraient d'ailleurs mettre à disposition de leurs clients était si importante. Donc ça, c'est en général la première surprise qu'on a quand on révèle, les résultats de notre étude. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'étonnement quant au profil des détenteurs de cryptoactifs, en France, puisqu'on se fait tout un imaginaire, autour, de grands spéculateurs, grands parieurs, Ou le qui n'y geek dans sa connaissent rien chambre. ou le geek dans sa chambre. En réalité, ce qu'on voit,
c'est que, et ça c'est une donnée qu'on a vue dans l'étude de cette année, mais qui est très intéressante, plutôt un profil de CSP+, en majorité, qui va s'intéresser aux cryptoactifs. Mais pourquoi? Parce que ce sont aussi des gens, la plupart du temps, la grande majorité du temps, qui ont investi dans les cryptoactifs, qui ont en fait aussi investi, notamment dans les actions. Donc on est sur des gens qui cherchent à diversifier. On est des gens qui sont déjà plutôt à l'aise avec l'investissement, avec le monde financier, qui en fait explorent d'autres opportunités, notamment les cryptoactifs. Donc on n'est pas sur, non plus le trader fou qui va mettre, toutes ses économies dans les cryptos en espérant faire, fois 1000, mais qui n'y connaît rien à la finance, ne s'est pas intéressé, à d'autres, types de supports. Au contraire, on est sur des gens qui explorent et qui sont curieux et qui ne sont pas rebutés et qui comprennent les opportunités de la diversification, notamment dans les cryptoactifs. Il y a évidemment aussi des investisseurs qui n'ont que des cryptoactifs, mais la grande majorité sont plutôt, voilà, des investisseurs déjà existants. Donc ça permet aussi de débunker l'idée comme quoi on a uniquement des jeunes qui investissent dans les cryptoactifs. Bien sûr, on a une très grande part de 18-35 ans dans les investisseurs en crypto, mais pas uniquement. Ce qui nous permet aussi d'expliquer que ce n'est pas un investissement qui va être uniquement à la portée, justement des geeks ou de générations qui sont plus appétentes aux nouvelles technologies. Pas du tout. Et c'est aussi grâce au développement notamment d'intermédiaires comme Bitstack permet à des gens d'investir de façon indolore dans le Bitcoin, mais d'intermédiaires nouveaux qui vont finalement faire la pédagogie nécessaire et créer les ponts nécessaires entre des investisseurs peut-être peu connaisseurs au début des cryptos, mais bon, comme je le disais, qui ont des notions en finance et qui ont besoin juste de quelqu'un pour leur expliquer comment faire. Parce que c'est vrai que là où on doit peut-être continuer à faire de l'éducation, c'est que l'investissement en crypto, et Bistack en est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres formes, en fait, peut prendre justement des modalités extrêmement différentes et notamment très innovantes par rapport à l'écosystème traditionnel, à commencer par détenir soi-même ses cryptoactifs et ne pas les conserver chez quelqu'un. Donc, on le voit, l'une des réticences majeures à investir dans les cryptos, c'est justement le manque de connaissances. Et donc, on est plutôt sur le français prudent qui ne va pas investir dans ce dont il ne connaît pas. Et malheureusement, l'absence de connaissance de la réglementation qui existe sur les secteurs et souvent la méconnaissance du fait qu'il en existe, avec cette croyance malheureusement souvent diffusée dans les médias que la crypto, c'est un Far West réglementaire. Alors que c'est pas le cas et qu'on va en parler, des acteurs comme Bitstack et d'autres, il y a tout un cadre réglementaire, en tout cas aujourd'hui maintenant, qui existe et qui évolue et donc on va pouvoir en parler. Je voulais juste rebondir et ajouter quelque chose. Tu le disais, malgré parce qu'on le voit aussi, notamment chez nos utilisateurs chez Bitstack, il y a des profils types qui en ressortent, mais ce qui est intéressant, c'est que ça la conclusion, ça touche tout le monde et on peut retrouver, des épargnants de tout âge, enfin des épargnants ou investisseurs de tout âge, de toute catégorie socio-économique, et cetera. Donc ça, c'est super intéressant. C'est devenu un peu un sujet grand public aujourd'hui et comme tu le disais, c'est qu'on parle d'un épargnant moyen ou investisseur moyen. Aujourd'hui, la crypto, c'est un moyen de se diversifier et donc ça touche tout le monde. Comment est-ce que tu as vu la perception justement, des consommateurs, enfin des particuliers évoluer dans le temps? Est-ce que pour toi, il y a une différence entre il y a quelques années et maintenant et comment est-ce que tu as vu un peu cette perception, changer? Alors, je dirais avant 2020, c'était vraiment que des Français initiés ou qu'on fait des recherches approfondies qui connaissaient le bitcoin, qui connaissaient les cryptoactifs. Ce qu'on a vu et ce qu'on avait mesuré dans une étude, à l'époque, vraiment au tout début de l'association, c'est que le covid a en fait amené beaucoup de gens à s'intéresser à ce nouvel univers parce que le contexte, économique, financier était assez effrayant, particulier et que ça à l'époque, ça résonnait avec, la crise de 2008 et qu'en cherchant un petit peu, en s'intéressant et en ayant le temps aussi de s'intéresser à l'époque avec le confinement, on s'est rendu compte finalement: «Ah bah, bitcoin 2008, la crise, pourquoi pas?» Donc il y a eu un premier je pense, tournant avec, la crise, de la covid. Ensuite, sur les dernières années, ce qu'on voit, c'est que l'arrivée d'acteurs traditionnels dans le secteur, l'institutionnalisation du Web3 et de la crypto, permet au grand public aussi d'appréhender le sujet, mais sous peut-être d'autres angles que l'investissement. On a beaucoup parlé de la finance décentralisée en 2021, les NFT en 2021-2022. Malheureusement, la couverture médiatique est négative, donc il y a beaucoup de gens qui apprennent par, plutôt un biais péjoratif, mais aussi beaucoup de gens qui, du coup, étaient pas forcément
ne sont pas forcément des investisseurs en temps normal, mais qui réalisent les opportunités dans d'autres segments économiques où ça leur parle un peu plus. Donc, la diversification des cas d'usage grâce aux cryptoactifs et le fait que voilà, Casino en parle, PMU en parle, la Caisse des dépôts en parle, des acteurs qui leur parlent justement, dédiabolisent le sujet, ça aide de plus en plus et c'est pour ça qu'on le voit entre 8% en 2022, 10% en 2023 de détenteurs. C'est ça qui, aujourd'hui, permet d'avoir une croissance quand même importante de l'intérêt et plus que de l'intérêt, des opportunités saisies par les utilisateurs euh, sur des nouveaux cas d'usage de crypto. On a parlé du cadre réglementaire. Du coup, je veux rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce qui existe aujourd'hui, euh, comment ça fonctionne et un peu quelles sont les implications, que ce soit d'ailleurs pour les particuliers ou pour les entreprises? Alors, en France, on a une réglementation depuis plusieurs années, et tu le sais particulièrement, et qui est d'ailleurs précurseur par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place au niveau européen. Mais en France, on a entamé les débats réglementaires en 2016-2017, réglementaires et fiscaux d'ailleurs. Et donc en 2019, on a adopté à l'époque la loi Pacte, dans lequel on mettait en place un régime réglementaire et une fiscalité associée aux cryptoactifs. Et donc, pour les marchés de cryptoactifs, c'est-à-dire ceux qui vont conserver des cryptoactifs pour le compte de clients, ceux qui vont permettre de l'échange, on va dire les services assimilés financiers, il est aujourd'hui nécessaire pour des acteurs qui rendent ces services de s'enregistrer auprès de l'autorité des marchés financiers, donc le gendarme boursier. C'est obligatoire, c'est-à-dire que normalement, un acteur qui n'est pas enregistré n'a pas le droit de s'adresser au public français. Et pour s'enregistrer, il doit respecter des exigences, notamment sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l'honorabilité et la compétence des dirigeants. Et depuis cette année, il y a un lot de règles supplémentaires qui vont être demandées sur politique conflit d'intérêts, sur la conservation, ségrégation des actifs, etc. Donc on va en fait de plus en plus loin sur la réglementation française. Elle s'est vue renforcée en 2020, en 2021, en 2023. Et c'est une réglementation précurseur puisqu'en Europe, il n'existait rien qui a inspiré la France. Au contraire, la France inspire l'Europe. Et donc, il y a des débats qui ont commencé plus tard, en 2020, qui se sont vraiment inspirés de ce qu'on a fait en France. Et donc, en 2024, entre juin et décembre, on va avoir l'entrée en application d'un règlement qui va harmoniser au niveau européen toutes les exigences pour ces mêmes prestataires de marché, auxquels on va ajouter le conseil, la gestion de portefeuille, d'autres types de services financiers. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème français qui se sentait un peu seul à être encadré et sous le radar des autorités et qui pouvait subir la concurrence déloyale d'autres acteurs en Europe qui, même s'ils s'adressaient au public français et auraient dû s'enregistrer, en fait ne le faisaient pas et finalement n'étaient pas sanctionnés. Donc ils n'étaient même pas forcément incités à le faire, ce qui est dommage. Donc ça, c'est au niveau français pour les marchés de cryptoactifs. Donc on va dire les cas d'usage financier. C'est les premiers sur lesquels les régulateurs ont travaillé. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure des années et justement de la démocratisation de la crypto, tous les autres sujets passent dans les mailles du régulateur. La finance décentralisée, les NFT. En ce moment, les jeux vidéo Web3 sont sur la table des députés qui doivent statuer sur leur encadrement. Donc, on est vraiment qu'au début de ce que va être la réglementation, et y compris pour les marchés de cryptoactifs qui finalement vont se voir appliquer d'autres types de règles qui leur sont pas spécifiques, mais qui en fait s'adressent à d'autres types d'acteurs bancaires et financiers, et où le régulateur s'est dit bon, a priori en tant qu'intermédiaire de confiance de nouveaux investisseurs, ça serait intéressant que vous respectiez ces règles aussi, des réglementations environnementales, sur le partage des données entre acteurs financiers. Donc tout ça est très mouvant et l'action de l'association ici, elle est double, à la fois d'être dans les débats pendant qu'on discute de quelle va être la forme de cette réglementation, parce que l'objectif c'est qu'elle soit adaptée et proportionnée, parce que si on laisse faire l'écosystème, le secteur est encore un peu nébuleux, un peu mal connu. Donc parfois quand on voit des idées de règles qui sont pas appropriées, c'est pas forcément contre la crypto. C'est juste qu'on n'en comprend pas le fonctionnement et que donc on va imaginer quelque chose qui ne va pas. Donc il faut qu'on soit présent dans les débats, qu'on puisse remonter la parole des acteurs pour que les règles en amont donc de la réglementation soient les mieux
édicté possible. Et ensuite, il y a un aval, on va aider les acteurs à se préparer, parce qu'une fois que les règles sont là, il faut s'y conformer. Quand on ne s'y conforme pas, on a un régulateur qui peut sanctionner et qui peut arrêter une activité. Donc, c'est pour ça que c'est une activité très chronophage de l'association, que de participer à élaborer ces réglementations et les faire comprendre à nos membres. Le travail il est bilatéral entre les régulateurs ou le régulateur et les acteurs qui subissent, je dis pas ça de manière péjorative nécessairement, mais en tout cas qui sont soumis et qui sont encadrés par ces nouvelles réglementations. Et l'ADAN, et corrige-moi si je me trompe, vous servez un petit peu de pont entre ces différents partis. Pour revenir sur un peu les différences, je trouvais intéressantes, et on parlait vraiment de la France comme précurseur entre la France et le reste de l'Europe. Corrige-moi si je me trompe, mais en France, on a une particularité que je trouve notamment intéressante, c'est notamment la mise en place de l'agrément. Parce qu'on a parlé donc de l'enregistrement qui existe maintenant, en tout cas qui est obligatoire depuis 2019, fin 2019 si je ne me trompe pas, et tous les autres pays européens ont une équivalence locale. On a maintenant l'agrément européen MICA qui va être mis en place, mais en France, on a cette particularité, encore une fois, tu me corriges si je me trompe, qui est l'agrément qui est en fait finalement ce qui va être mis en place sur l'agrément européen, mais déjà à l'échelle nationale en France, c'est ça? Tout à fait. L'agrément français qui aujourd'hui est optionnel est le plus proche de ce que C'est ça. sera la réglementation européenne MICA demain. Aujourd'hui, l'agrément, il est très difficile à obtenir et c'est pour ça que nous, on travaille à plusieurs échelles. De un, lever les barrières à son obtention, notamment parce que ça va être extrêmement coûteux par rapport au dispositif de cybersécurité qui est demandé, parce qu'il y a des exigences aujourd'hui extrêmement difficiles à avoir, comme une assurance, parce que c'est tout simplement des produits qui n'existent pas. Donc on a un premier travail de lever les barrières. Et c'est pour ça, on peut le noter, que le seul acteur agréé aujourd'hui, alors que l'agrément existe depuis 2019, c'est un acteur bancaire. C'est bien qu'a priori, tous les acteurs natifs de l'innovation qui ont essayé avant, parce qu'il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on a pu dire, beaucoup d'acteurs qui ont essayé d'avoir l'agrément depuis, c'est pas une mince affaire quand on est un établissement jeune, même une PME, on va dire. Donc il y a ce premier sujet de lever les barrières, et il y a le deuxième sujet que, comme tu l'as dit, l'agrément aujourd'hui est franco-français. On en met en place un au niveau européen. Ça serait bien que, là où les acteurs s'y sont peut-être pas retrouvés avant d'être réglementés avant, on crée un pont entre cette réglementation française et européenne pour éviter aux prestataires d'avoir à refaire la même chose 2 fois. Donc engager les coûts 2 fois, s'engager dans des délais extrêmement longs d'autorisation 2 fois, et peut-être retrouver un avantage à ce niveau-là d'avoir eu une réglementation en avance. Donc on travaille aussi de concert avec le régulateur sur tout ce qui pourrait être équivalent entre les 2 réglementations, parfaitement équivalent, pour qu'au moment de l'entrée en application du régime européen, là où c'est un petit peu différent, se concentrent les régulateurs, mais pas sur le reste, et que surtout ils se concentrent sur les acteurs qui n'ont fait aucun travail, en fait. Parce que la problématique qu'on a, c'est qu'on a des entreprises qui devraient être réglementées, qui le sont déjà pas aujourd'hui, françaises, mais surtout étrangères, et qu'a priori, s'ils n'ont pas voulu s'autoriser jusqu'à maintenant, c'est pas une réglementation européenne qui va forcément les pousser, si jamais il n'y a pas un arbitre pour siffler la fin de la partie quand ils font n'importe quoi. Donc on a un enjeu de supervision qui est un peu difficile, puisque par essence la crypto c'est transfrontière. Par essence, un acteur aux États-Unis peut s'adresser au marché européen extrêmement facilement, et que même si on le repère à faire ça et qu'il n'est pas en conformité avec nos règles, comment nous, Européens, on va chercher cet acteur? Donc, il faut faire attention, et c'est le message qu'on porte souvent aux autorités. Des règles, c'est bien, des règles très strictes, c'est bien. On sait très bien les acteurs vertueux qui vont aller les respecter. C'est toi, c'est les 90 IPSAN déjà enregistrés qui sont sur la liste blanche. Mais l'enjeu, c'est que tout le monde respecte cette réglementation. Parce que là où il y a des zones grises, on va dire là où il y a des trous dans la raquette, c'est là où peuvent s'engouffrer des investisseurs. Et c'est là où ils peuvent s'engouffrer pour aller voir des acteurs pas crédibles, des acteurs pas vertueux. C'est là où il y a un risque d'accident.
Et le problème, c'est que des accidents type FTX l'an dernier, ça a un impact sur la réputation, l'image de l'ensemble du secteur, et y compris les acteurs vertueux que vous êtes. Donc, on insiste beaucoup sur ça parce que malheureusement, on a souvent l'impression dans les débats qu'on va aller taper toujours sur les mêmes, ceux qui ont déjà fait des efforts et dont il est certain qu'ils vont continuer à faire des efforts, en fait. Quand tu as mis le doigt dans l'engrenage de la réglementation, malheureusement, tu peux pas t'arrêter. Et en plus, la réglementation a de vertueux que c'est ça qui aujourd'hui inspire la confiance des investisseurs et de partenaires potentiels. Mais en face, si t'es pas compétitif parce qu'on t'aide pas, par d'autres politiques de soutien que juste on met en place de la réglementation, c'est un peu notre sujet parfois en France, et qu'on va pas chercher ceux qui fraudent, bon, c'est vrai que c'est compliqué de voir le bénéfice de cette réglementation. Moi, c'est un peu les 2 conclusions que j'en tire, et de notre expérience aussi. C'est déjà, on a parlé un peu donc de la différence entre l'enregistrement et l'agrément et je pense que les gens, il faut comprendre que, c'est un pas assez important. Tu l'as très bien dit juste avant, l'enregistrement, c'est, une politique de lutte contre le blanchiment d'argent et l'honorabilité des dirigeants, globalement. L'agrément, c'est ça, plus, beaucoup de choses dont, des exigences en termes de cybersécurité, des exigences en termes de garantie de fonds propres ou d'assurance de responsabilité civile pro et d'autres politiques pour protéger les consommateurs globalement et protéger l'entreprise. Et donc, il y a énormément de travail à faire pour passer de l'un à l'autre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu l'as aussi dit, heu, contrairement à ce que certains peuvent penser, malheureusement, il y a une réelle volonté des acteurs d'aller dans ce sens-là. Parce qu'on comprend aussi, nous, et là, du coup, je parle de mon expérience, on comprend que c'est important, en termes de crédibilité pour, des acteurs comme nous de s'enregistrer et de devenir demain agréés pour gagner la confiance des clients, tout simplement. Mais aussi, comme tu l'as dit, le challenge de l'autre côté, c'est, le sujet de compétitivité puisque, nous, on a malgré la volonté qu'on peut avoir et toute la volonté de dire aux régulateurs, «On est prêt à être conforme à vos exigences», demain, un consommateur, lui, il fait le choix qu'il a envie de faire, et s'il est face à 2 plateformes, bon, bah, finalement, qu'il y en ait une qui soit enregistrée ou pas, peut-être pour certains, ça a peu d'importance et il va aller vers la plateforme qu'il préfère. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge pour nous, mais le message, moi, que je voulais porter, en tout cas, c'est qu'il y a une réelle volonté des acteurs de, se conformer à toutes ces exigences-là et donc il faut trouver ensemble, et c'est le travail que vous faites, le bon juste milieu, si je peux simplifier de cette manière-là, pour qu'on avance, de la manière la plus équitable possible pour tout le monde, tout en protégeant les consommateurs et les entreprises. Et c'est pour ça que c'est important de parler de l'existence de la réglementation française, et c'est là où on peut le reprocher aux autorités, c'est d'avoir mis en place une réglementation dont ils font pas la promotion. Parce que, enfin, tu l'as dit, aujourd'hui, entre deux plateformes, l'investisseur, il va aller regarder le pourcentage de frais qu'on va lui prendre parce qu'il ne sait pas qu'il y a un critère de sélection qui serait peut-être qu'il est plus cher, mais c'est vrai qu'il est encadré. Alors que celui d'en face est moins cher, mais il ne l'est pas. C'est ouais, c'est super intéressant que tu mettes le doigt dessus parce que nous, on le voit, chez nos clients, quand ils nous parlent soit de pourquoi ils ont choisi Bitstack ou pourquoi à l'inverse, ils n'ont pas choisi Bitstack. En fait, on se rend compte très rapidement que ce facteur-là de décision, enfin, n'est pas un facteur dans leur matrice de décision. Non. C'est, comme tu le dis très bien, globalement les frais, si on va pas se mentir, c'est un peu le plus gros facteur, mais la simplicité d'utilisation ou voilà des choix, qui paraissent normaux, hein. Quand on prend la casquette d'un consommateur, on choisit le produit qui nous Oui. convient le mieux, mais on prend pas en compte, bah, voilà, certains aspects, de sécurité. Qu'est-ce qui se passe avec mes fonds si en cas de X, Y, scénario, et c'est vrai que c'est important de le mettre en avant. Je sais que nous, on essaie de le mettre en avant puisque quand on fait le choix de se conformer, ben, ça implique beaucoup de coûts, ça implique, beaucoup de ressources, humaines, techniques, et donc du coup, nous, on veut le mettre en avant puisque, c'est un travail qu'on fait, mais c'est pas le cas de tout le monde donc Oui. Est-ce que toi, tu as dû mettre en termes de coûts dans la mise en conformité, la mise en place des dispositifs de réglementation qu'on te demande? C'est effectivement ce que tu as pas mis dans le recrutement de quelqu'un qui va te faire peut-être un UX plus sympa, le recrutement d'un sales qui va aller prêcher la bonne parole de Bitstack, le recrutement d'un mec qui va aller te chercher des financeurs. Et c'est ça qu'en fait, on essaye d'expliquer aux autorités, c'est que pour un écosystème encore principalement composé d'acteurs natifs, jeunes pousses, start-up, bon, on te demande de mettre en place une réglementation, donc on n'a plus le choix que d'avoir toute la conformité qu'il te faut. Mais c'est ralentir tout le reste du développement et ralentir la roadmap des ambitions que les acteurs ont. Et c'est ça qui fait qu'on peut commencer à prendre du retard par rapport à des grands champions
qui, si on prend les plateformes aujourd'hui, sont pas en Europe malheureusement. Mais parce que eux, les coûts qu'ils n'ont pas eu de conformité, c'est des dépenses qu'ils ont investies ailleurs et qui font qu'aujourd'hui, ils sont peut-être plus gros, plus sympas, ou ils peuvent avoir une marge un petit peu moins importante et donc les frais sont moins importants. Et c'est pour ça que j'insiste auprès des régulateurs souvent en leur disant, et enfin des décideurs publics, gouvernements, parlementaires d'ailleurs plus, la réglementation oui, parce qu'à la fin, c'est ce que tu as redit, sans réglementation, on n'aura pas d'adoption en confiance et on n'aura pas de partenariat avec d'autres industries pour qui l'existence d'une réglementation, c'est la base, c'est une condition C'est sine qua obligatoire, ouais, non. pour certains. Tout à fait. Donc, on a besoin d'une réglementation, mais on a besoin de comptes bancaires, on a besoin de financement, on a besoin d'un message politique positif, on a besoin d'assurance, de politiques d'assurance adaptées. On a besoin de plein de choses qui sont aujourd'hui, là où on est très bon en réglementation, clairement des écueils en France et en Europe. On a parlé des régulateurs, mais tu l'as mentionné aussi, il y a d'autres décideurs, enfin, il y a des décideurs publics, notamment plutôt sur certains politiques. Je suis curieux si tu as des retours sur tes échanges avec Bercy, avec certains députés, un peu quelle est leur perception de l'écosystème globalement et de cette industrie. C'est très hétérogène parce que si on prend Bercy, donc ministère de l'économie et des finances, ministère du numérique notamment, les autorités financières de régulation, la Banque de France, comme on s'est intéressé très tôt au marché de cryptoactifs et qu'ils ont été très tôt dans les débats, c'est des gens plutôt experts du sujet, plutôt connaisseurs et plutôt ouverts et curieux. Donc avec qui d'ailleurs on a des échanges assez aisés et au quotidien et sans problème. Là, on le voit, il y a d'autres sujets qui émergent dans les débats réglementaires. Je pense aux jeux vidéo, par exemple, où là, c'est l'autorité nationale des jeux qui va être plus compétente. Bon, voilà, il faut qu'on fasse un travail de pédagogie parce que c'est forcément des gens qui n'ont pas tellement eu à toucher le sujet jusqu'à maintenant. Donc, c'est hyper hétérogène en fonction de où tu te places finalement dans le monde Web3. Et si on prend le Parlement, c'est aussi extrêmement hétérogène en fonction forcément des bords politiques et du coup des préoccupations. Tu vas avoir des préoccupations plus sociales, sociétales d'un côté, où là, tu vas avoir des gens qui comprennent pas forcément l'intérêt social, sociétal justement des cryptoactifs, ou au contraire qui ont compris, qui vont du coup prendre position. Et puis tu vas avoir des gens qui sont plus sensibles à la compétitivité, à la croissance économique, où là, l'enjeu pour nous, et il y en a qui l'ont compris, c'est que le Web3 est vecteur de création d'emplois, de croissance économique et surtout un pilier de notre souveraineté numérique de demain. Donc ça dépend vraiment à qui tu es et c'est pour ça que notre mission, elle est compliquée. C'est parce que tu peux pas avoir un one-pager que tu diffuses partout parce que tu dois t'adapter à ta cible et c'est pour ça même que nous, parfois, c'est compliqué puisque notre cible, c'est... Bon, on représente les acteurs des cryptos, nos membres sont des parties prenantes du Web3. Il y a des codes, il y a un petit côté encore geek, sympa, mais en fait, on ne peut pas avoir ces codes avec les régulateurs, le gouvernement, les administrations, les parlementaires. Il faut qu'on s'adapte à eux. Et c'est vrai que souvent, c'est un peu deux salles, deux ambiances, et que la forme est quand même très importante pour passer les idées qu'on doit passer. Si on prend un peu le côté prospection future, un peu on regarde de l'avant, pour toi, c'est quoi un peu les opportunités que tu vois, notamment en France, plus spécifiquement, pour l'industrie? Un peu quels sont les avantages que nous on a en France? Qu'est-ce que tu vois sur les différents acteurs que vous accompagnez? Un peu les grandes opportunités, de Alors, l'industrie. je pense que là où on est très bon, c'est donc la sensibilisation de nos autorités déjà. Si tu prends par exemple notre voisin allemand, bon, la BaFin qui est l'équivalent de l'AMF, clairement ils sont pas aussi crypto-friendly que chez nous. Ou même au niveau du gouvernement, il n'y a pas encore eu forcément toutes les réflexions qu'on a eues. Donc il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a au niveau du gouvernement, au niveau des régulateurs, notamment financiers, une très bonne connaissance et une très bonne connexion à l'écosystème. On a aussi, et on est reconnu pour ça à l'international, les talents qu'il faut pour développer des projets dans le Web3 qu'on vient souvent nous piquer. Il y a une certaine tension sur le marché de l'emploi d'ailleurs, parce que les acteurs français sont d'ailleurs pas forcément les plus compétitifs pour ces talents-là, mais ils sont en France.
Et d'ailleurs, il y a des acteurs étrangers qui ne se sont pas trompés en s'installant chez nous. Et j'ai été assez peut-être critique de réglementations qui ne sont pas forcément parfaitement adaptées. La réalité, c'est qu'elle existe et elle est claire. Et que même si les règles, elles peuvent être strictes, au moins on sait desquelles il s'agit. Et c'est particulièrement parlant quand on voit en ce moment aux États-Unis ce qui se passe, avec justement ce flou qui rend la situation très inconfortable pour les acteurs sur place. Et le fait de ne pas avoir clarifié, tu peux toujours te dire aux États-Unis ou ailleurs qu'en fait, jusqu'à maintenant c'était la récré, mais que le coup près va tomber. Et donc, c'est hyper difficile pour donner une visibilité au business. Donc, cette clarté et cette prévisibilité de la réglementation, même si elle existe et qu'elle est plus stricte qu'ailleurs, elle est finalement très attractive. D'où, encore une fois, des acteurs étrangers qui ne s'y sont pas trompés en venant chez nous. Mais donc, là où on va être moins bon, c'est l'accompagnement par des écosystèmes qu'on a besoin d'embarquer. Je pense à l'écosystème bancaire et financier, où le droit au compte, l'accès au compte bancaire, c'est encore une difficulté réelle, même après des années de combat, parce qu'on a un écosystème qui n'a pas encore vraiment saisi les opportunités d'eux. Là où, par exemple, aux États-Unis, toutes les banques n'ont pas tellement de difficultés à s'afficher comme mettre en place du conseil, mettre en place un desk, etc. Nous, c'est hyper difficile. Pareil au niveau des assurances, encore très difficile d'avoir vraiment une vision innovante de ces acteurs-là en se disant il y a un nouveau marché pour moi et je pourrais développer et je pourrais proposer des services adaptés. Le financement, ça ne sera pas en France, ça ne sera pas en Europe, c'est extrêmement difficile. Donc, on va aller se financer ailleurs et donc avec des fonds étrangers. Et ça, c'est encore, mais je ne pense pas spécifique à la crypto, mais encore l'un des plus gros écueils qu'on a. Et le battage médiatique négatif qui fait toujours du mal et qui fait qu'on se retrouve encore en 2023 dans des réunions où on va te dire que tu es une spéculateur folle, que la crypto n'a pas de valeur, Bitcoin ne sert à rien. Et malheureusement, c'est parce que ces gens qui peuvent être impliqués à certains niveaux de débat, en fait, c'est quoi leur source d'information ? C'est les médias généralistes, ça va pas être les médias spécialisés, et ça va être leurs pairs. Et tant qu'on n'a pas une couverture grand public plus juste des sujets, on va toujours avoir besoin de déconstruire avant de construire par-dessus avec ces gens-là. J'allais justement te dire un peu quelles sont pour toi les fausses idées reçues, mais tu en as énuméré plein et je peux en rajouter que ça contribue au financement du terrorisme ou aux activités illicites ou l'écologie, c'en est un dont on parle beaucoup. C'est quoi un peu les choses que tu as vues qui ont pu débloquer un peu ces conversations ou est-ce qu'aujourd'hui pour toi on est encore à couvrir les mêmes sujets qui finalement avaient déjà été abordés? Moi, je m'en rappelle il y a des années. Est-ce qu'on est encore là et à devoir expliquer les mêmes choses ou est-ce que tu vois quand même une évolution positive dans les débats avec les décideurs publics ou autres? Alors, Ça dépend peut-être du sujet. c'est surtout qu'année après année, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, allez, 2017, quand on commence à parler encadrer le secteur, l'excuse principale, on va dire, côté bancaire, qui était le principal adversaire de la crypto, et de l'établissement d'un cadre pour la crypto, c'était plutôt si on pouvait les interdire, ça serait mieux. C'est risque de blanchiment maximal. Bon, tu as des études qui sont sorties pour t'expliquer que absolument pas. Donc, on est passé à une autre excuse qui est mais ça pollue d'une façon catastrophique. Pareil, tu sors des études et donc en fait, on saute On avance pas à pas quoi, sur chaque d'argument en sujet. Ouais. argument et c'est pour ça que c'est extrêmement important et c'est aussi la raison de l'étude annuelle de la DAN, de pouvoir arriver avec des données sourcées fiables et francophones quand il s'agit de nos interlocuteurs français, parce qu'on a aussi tous les interlocuteurs européens dont j'ai moins parlé, mais Parlement européen, Commission européenne, les représentants des États membres au Conseil. Mais c'est vrai que dans notre secteur, il y a une très riche information en anglais, mais qui du coup n'arrive pas forcément sur la table d'institutionnels français. Donc il faut aussi qu'on puisse fournir de la donnée et de l'information fiable et crédible en français pour ces acteurs-là, surtout que c'est pas tant que il faut qu'on s'adresse aux Français parce qu'on est en France, c'est que, comme je l'ai expliqué avec Mika, la France a une voix prépondérante ensuite pour impulser tout ce qui est au niveau européen. Donc elle l'a fait sur Mika, mais
On le voit sur la finance décentralisée, la France a déjà décidé de travailler dessus et elle va forcément prendre le lead quand il va falloir travailler au niveau européen. Sur les NFT, c'est pareil, sur les jeux vidéo en ce moment, c'est pareil, sur les influenceurs en début d'année, c'est pareil. Et donc, on a une double opportunité de levier et de niveau de message qu'on peut passer, puisque tout ce qu'on peut arriver à passer au max au niveau français, tout ce qu'on peut arriver à débloquer à ce niveau-là, ça sera d'autant plus simple ensuite au niveau européen. Et nos réglementations resteront jamais nationales. Donc, même si c'est de toute façon un enjeu que ce soit bon au niveau national à la base, mais il y aura toujours, elle sera toujours écrasée par la réglementation européenne derrière. Et donc, le plus tôt possible, on inscrit nos messages, le plus sûr c'est, et le plus proche la réglementation européenne sera de nos réglementations françaises, le plus d'avantages les acteurs français auront, parce qu'ils seront d'autant plus prêts, là où ailleurs, on va avoir un retard à l'allumage des autres écosystèmes qui, peut-être, ils avaient pris de l'avance à ce moment-là. En fait, on va pouvoir le rattraper. Tu l'as mentionné plus tôt, malgré le fait que ça avance de manière positive globalement, et qu'en tant qu'acteur français, du coup, on suit et on devient aussi précurseur, puisque la réglementation est précurseur en France, si on regarde à l'échelle européenne. Un peu cette relation, si on regarde la relation entre les acteurs traditionnels, financiers, les banques, et les acteurs de la crypto, est-ce que tu peux nous retracer un peu les premières relations? On a parlé notamment de la difficulté pour un acteur enregistré PSAN, donc un acteur crypto régulé, d'ouvrir un compte en banque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce challenge-là et comment ça a évolué? Où est-ce qu'on en est? Quels sont les défis encore à date? Et quelles sont tes perspectives futures? Alors, la problématique de la relation avec l'écosystème bancaire, en fait, elle est quasiment originelle à la crypto. La première plateforme française, qui est Paymium, en 2011, a expérimenté tout de suite la problématique et depuis, tous les acteurs s'en sont Ils pas font face, sortis. ouais. Et c'est pour ça, c'est symptomatique, mais que quand on a mis en place la réglementation des PSAN, des marchés de cryptoactifs en France, on a mis en place des exigences, mais la première chose que les acteurs ont demandé, à l'époque, la NAD n'existait pas, mais que chacun à notre niveau on poussait, c'est OK pour une réglementation avant les autres, OK pour s'enregistrer avant tout le monde, mais si on s'enregistre, il nous faut un droit d'accès au compte parce qu'en fait, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à discuter avec les banques. Donc, c'est ce qui a été proposé. Et donc, normalement, quand tu t'enregistres, tu as un droit d'accès au compte bancaire. La réalité, et la DAN a été créée, donc à ce moment-là, c'est la DAN qui participe aux discussions. La réalité, c'est qu'il n'est pas appliqué et que les banques refusent toujours. Et pendant très longtemps, et aujourd'hui, on a quelques acteurs, mais ça reste très compliqué pour la grande majorité. Les banques n'ont pas appliqué ce droit d'accès au compte bancaire d'Epsan. Et donc, on a dû se mettre autour de la table avec l'AMF, la CPR, la Direction générale du Trésor, les représentants des acteurs bancaires et nous, en tant que représentants du secteur crypto, pour essayer de trouver une solution à laquelle on a chopé en 2020, parce qu'en fait, il y avait juste pas de volonté du secteur bancaire d'avancer, toujours en 2020. Ces derniers mois, peut-être dernière année, ça change un peu. On a enfin des banques qui sortent du bois pour dire moi je m'y intéresse, moi je m'enregistre. Donc je pense à la Banque de Lubac et Ouais, c'est ça. compagnie, SG Forge, filiale de la Filiale, Société ouais, c'est ça. Générale, KCIS cet été. Donc ça y est, on a enfin des banques qui sortent du bois et qui montrent que en fait finalement elles ont travaillé dessus depuis quelques temps sans forcément se montrer. Et on a des banques qui font des partenariats aussi pour essayer d'amener la crypto à leurs clients. Parce que ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est que, comme je le disais, beaucoup d'investisseurs en crypto sont d'abord des investisseurs et des clients de banque et des investisseurs financiers classiques. Donc, quand ils veulent découvrir la crypto, ils se tournent vers qui? Leur intermédiaire de confiance traditionnel. Et pendant très longtemps, c'est des gens à qui leurs conseillers disaient n'y allez pas, voire leur faisaient extrêmement peur, voire leur faisaient signer des lettres de décharge pour que s'il y a un souci sur l'investissement en crypto, ils ne se retournent pas contre la banque. Donc ça a aussi été très pénible pour les acteurs crypto qui voyaient, par exemple, les clients de banque se voir bloquer les virements ou bloquer les virements vers les plateformes ou entamer des démarches auprès des plateformes. Ça existe toujours, mais avec le récent affichage de certains acteurs bancaires qui ont finalement été plus audacieux que les autres, on espère que ça va améliorer la situation au global. Parce que malheureusement, là où on pensait que ça peut-être aiderait, parce que les acteurs bancaires américains se lançaient, ça n'a pas du tout fait bouger l'écosystème à l'époque. Je pense qu'en France, on a, que ça soit côté des particuliers ou côté des banques, enfin des différents acteurs de l'écosystème,
Globalement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une aversion au risque qui est bien plus importante. Je pense elle est culturelle à la base, mais pour moi, c'est un peu, ce qui explique, ces différents choix. Je rebondis sur ce que tu dis parce que nous, on le voit au quotidien, ça évolue dans le bon sens, mais c'est encore énormément un challenge aujourd'hui. On a énormément d'utilisateurs qui souhaitent, investir, dans les cryptoactifs, dans le bitcoin notamment, et qui se voient aujourd'hui, tout simplement leur virement bloqué ou leur prélèvement par carte bloqué et qui, malgré les échanges avec leur banque ou leur, chargé, chargé de compte, en banque, malgré leur volonté de le faire, en fait, ils se le voient interdit et du coup, c'est vrai que c'est un challenge pour nous et je pense que là où le changement et là, c'est juste mon avis personnel, là où le changement, enfin, l'élément déclencheur, c'est tout simplement et on l'a un peu évoqué juste avant, que les clients des banques vont finir par partir, Mmh. en fait, parce que, les banques vont juste suivre la demande, et comme tu l'as dit, ils sont déjà en relation avec eux, mais au bout d'un moment, si l'expérience, elle devient trop pénible, bah, ils risquent de perdre tout simplement des clients. On l'a vu, je pense, il y a plusieurs années avec les néobanques. Heu, les banques commençant à perdre une part de marché importante. Aujourd'hui, je pense qu'on voit une tendance assez similaire sur les cryptoactifs et pour moi, c'est ça qui risque de, en tout cas, à minima, rassembler, les personnes autour de la table pour dire: «OK, comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'expérience de nos clients?» ou, peut-être même et là, encore une fois, c'est que mon avis, personnel qui parle. Peut-être qu'il y aura des rachats de certaines banques, sur des acteurs crypto ou des collaborations, assez étroites. Mais pour moi, c'est cet élément déclencheur qui fera qu'on avancera dans le sens positif, c'est la demande du client, tout simplement, quoi. Tout à fait, et un des autres chiffres qui a beaucoup fait, écho, auprès des institutions bancaires et financières de notre étude, de 22, la toute première, c'était qu'un Français sur 5 serait prêt à changer de banque Oui, c'est si en vrai. face, ils avaient une autre banque qui leur proposait d'accéder au marché de cryptoactifs, et c'est là où, il y a eu, une prise de conscience que déjà la clientèle des banques actuelles peut très bien aller voir de nouveaux acteurs si eux ne se mettent pas à la page, et l'autre, réalisation, c'est qu'en fait, il y a aussi une clientèle non captive des banques aujourd'hui, et ils se rendent peut-être pas compte, mais bon, il y a une clientèle jeune qui d'ailleurs va être plus, banque en ligne que banque, Ouais, eux, ça dans va un être plus premier radical, temps, ouais. Mmh. mais qui en plus du coup, est pas forcément habituée déjà à, un prestataire bancaire, et encore moins pour aller sur des services innovants. Donc cette nouvelle clientèle, elle est pas du tout à la main des acteurs d'aujourd'hui, et au contraire, les nouveaux acteurs leur parlent beaucoup plus, et surtout que on le voit, il y a quand même, dans le développement des acteurs crypto, une volonté d'aller aussi sur, des segments plus de la banque finance traditionnelle, et donc à un moment, ils seront peut-être encore plus complets pour proposer ça, aux Français, aux Européens. Donc, il y a eu certainement une manque de vision et d'ambition de la part du système bancaire. Parce qu'à un moment, ils auraient décidé de sauter le pas. Ils auraient décidé que, bah, l'enregistrement, bon, bah, je respecte déjà la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et je respecte déjà l'honorabilité, donc je m'enregistre, je deviens, un fournisseur de services à mes clients. Mais toutes les jeunes startups, c'était mort pour elles, en fait. C'était un boulevard pour des banques et des entreprises financières, déjà réglementées, avec des ressources financières, et des ressources humaines, incomparables. Mais elles ont pas fait ce choix. Donc, on va dire heureusement pour l'écosystème natif, on voit grandir, des très belles pépites, et qui vont, finalement, être ce pont vers, les nouveaux cryptoactifs, les nouvelles innovations. Mais en soi, les banques auraient voulu le faire à l'époque. Elles auraient totalement pu le faire et couper court à l'émergence de jeunes pousses en France. C'est, j'allais dire, un peu en punchline, la course a déjà a démarré et comme tu le dis, je pense que c'est une opportunité manquée pour, ces acteurs-là qui avaient en plus l'avantage d'avoir une base client existante et donc là, quand je dis la course a démarré, c'est, pour moi, il va y avoir 2 scénarios possibles. C'est un peu ça à ça je faisais allusion en parlant, potentiellement des collaborations ou d'acquisitions, entre les différents acteurs, mais soit les banques qui vont compléter leur offre, pour s'adresser à ce segment-là ou à l'inverse, et tu l'as dit, je pense que, il y a pas mal de choses intéressantes qui arrivent. Des acteurs de la crypto, qui vont, se pencher de plus en plus sur le segment des banques pour, en tout cas offrir des services, financiers plutôt classiques, que ce soit sur l'épargne, l'investissement, les dépenses du quotidien et les comptes bancaires. Donc ça, c'est, super intéressant. Quand toujours dans la continuité des perspectives futures, pour toi, c'est un peu quoi les grandes tendances, et et les cas d'usage que tu vois développer justement dans l'industrie crypto là sur les 5 prochaines années? Tu as parlé un peu des jeux, Web3.
Est-ce que tu vois d'autres tendances ou d'autres choses qui se développent? Alors oui, j'ai déjà parlé, alors bon, je pense que les marchés de cryptoactifs, c'est on va dire les cas d'usage les plus historiques, mais vont continuer à se développer et justement en allant sur, peut-être des services, additionnels et moins Web3 que classiques et que c'est comme ça qu'ils vont élargir leur impact clientèle, on va dire. Donc je pense qu'il y a toujours de belles perspectives pour que les acteurs grossissent. La finance décentralisée, où il peut même y avoir des ponts, comme c'est déjà en cours de travail, pour une fois qu'on va avoir une base un peu éduqués à la crypto via des prestataires vont peut-être vouloir aller explorer des opportunités totalement décentralisées. On a parlé des NFT, où là, en fait, les NFT, ça peut être beaucoup de choses, mais on peut l'exploiter justement dans beaucoup de segments économiques, logistique, art, luxe, divertissement, et on a déjà des, des grands acteurs qui se positionnent. Là où j'en ai peut-être pas parlé, mais ça a été un sujet à la rentrée qui nous a été beaucoup remonté, sur lequel s'intéresser, c'est la tokenisation. Alors même si c'est pas du tout un nouveau sujet pour nous qui sommes dans le secteur depuis plus longtemps, mais on le voit que c'est la porte d'entrée vers d'autres sous-segments du Web3 et vers la crypto, que de passer vers la tokenisation finalement d'activités, d'actifs existants et réels pour justement des acteurs qui sont là au demeurant et pour qui c'est plus simple peut-être de comprendre le lien entre les deux en passant par cette étape-là. Donc il y a beaucoup de travaux de place, beaucoup d'acteurs traditionnels qui rentrent dans le Web3 par la tokenisation, qui explorent en ce moment, à voir ce qu'il en ressort évidemment. Mais on le sent, c'est un des angles de démocratisation d'une population, notamment bancaire et financière, qui cherchait un peu sa place dans la crypto et qui peuvent explorer de ce biais-là. En parlant de tokenisation, je me permets de faire un rapprochement avec un sujet que j'ai évoqué dans l'épisode précédent avec Gilles Cadignan, où notamment on essaie d'expliquer souvent un concept qui est un peu méconnu d'après moi. euh, et je vais parler de Bitcoin parce que c'est le sujet qu'on connaît le mieux, en tout cas pour ma part, qu'on peut par exemple utiliser Bitcoin sans utiliser Bitcoin, Mmh mh. l'actif sous-jacent. On peut utiliser la technologie Bitcoin pour notamment, par exemple, faire des échanges de valeurs. Par exemple, je t'envoie des euros, tu reçois des dollars. Donc j'envoie des euros depuis la France, tu reçois des dollars en Amérique, en passant par le protocole Bitcoin, sans jamais en fait toucher à la à l'actif Bitcoin et à la volatilité du coup qu'il peut y avoir et qui est associée, mais utiliser le protocole pour échanger de la valeur rapidement à moindre coût. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et donc souvent, les gens pensent pas à cette technologie sous-jacente. Mmh mh. Alors je parle pour Bitcoin notamment, mais il n'y a pas que cet aspect spéculateur ou Mmh spéculatif mh. j'investis pour faire une plus-value. Et Et ça, je d'ailleurs, trouve ça intéressant. peut-être pour rajouter, parce que enfin ça m'y fait penser comme tu l'évoques, justement parfois tu as des choses, c'est un peu le fromage autour de l'épinard pour faire passer, un peu comme la tokenisation fait passer le Web3. Ce qu'on voit en ce moment, c'est et qui est très important parce qu'on construit la réglementation, c'est que ce qui va faire beaucoup écho aussi et là où il y a certainement beaucoup de potentiel, c'est tous les outils un peu regtech, Web3. On connaît maintenant très bien en France les outils d'analyse transactionnelle, pour, identifier des risques, scorer des transactions et des contreparties à des transactions, déterminer les risques de blanchiment, financement du terrorisme. Mais par exemple, en ce moment, on a des débats à l'Assemblée nationale sur d sujets pas du tout financiers, rien à voir, limiter l'accès des mineurs à des sites, pornographiques et ça fait beaucoup écho, auprès du ministre Jean-Noël Barrot. Il y a des solutions comme l'identité décentralisée, qui pourraient résoudre les problématiques qu'on a aujourd'hui, que les mineurs ont un accès, totalement libre et difficile à contrôler à ces sites, mais qu'en face, le but c'est pas d'avoir une solution qui prive, de la confidentialité, de la vie des citoyens sur internet, qui les prive de leur liberté, fondamentale. Donc tous ces nouveaux outils où effectivement on n'a pas l'impression que derrière il y a de la crypto, que derrière on n'a pas l'impression qu'il y a Bitcoin à l'origine. Tout ça parce qu'on met en place des réglementations, parce que la supervision doit se moderniser. Il y a certainement un gros potentiel déjà de le faire connaître, parce que par exemple l'identité décentralisée,
c'est nous qui en avons parlé, on a expliqué que ça existait, que ça pouvait s'appliquer dans des cas d'usage divers, dont là, ça tombait bien dans le cadre de l'actualité parlementaire. Donc, mieux les faire connaître et surtout les faire développer, y compris auprès peut-être d'une cible qu'on n'avait pas identifiée, qui sont les pouvoirs publics. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. J'ai juste peut-être une ou deux dernières questions pour toi. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pour qui ce sujet est totalement nouveau. Est-ce que toi, tu as des recommandations un peu pour que ce soit un épargnant, un investisseur ou même un entrepreneur qui veut démarrer? Juste un peu, c'est quoi tes conseils? Qu'est-ce qu'il devrait regarder? Comment est-ce qu'il peut s'éduquer sur le sujet? Alors, pour un investisseur, je pense que c'est très important de choisir le bon prestataire qui va accompagner et qui va permettre son entrée sur les marchés de cryptoactifs. Pour ça, j'aimerais bien rappeler l'existence de la liste blanche de l'AMF. C'est une liste qui permet de répertorier tous ces acteurs qui sont enregistrés auprès de l'AMF, c'est-à-dire qui sont en conformité avec la réglementation française. Donc aujourd'hui, un peu plus de 90 acteurs. Et c'est vrai que le premier réflexe de quelqu'un qui voudrait aller sur ces marchés de cryptoactifs, sauf s'il veut aller dans la finance décentralisée, évidemment, mais qui veut investir, ça serait de se tourner vers un prestataire qui appartient à cette liste. Parce que ça veut dire que ça va être le plus sérieux, le plus crédible, quelqu'un qui a parlé aux autorités, qui est en train de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Donc ça, ce serait pour les investisseurs. Pour les entrepreneurs, il faut connaître l'écosystème, l'environnement, notamment français, si on parle des entrepreneurs français dans lequel on évolue. Ce qui est souvent sous-estimé, c'est justement quelle est la réglementation à laquelle ils vont devoir se confronter. Et en général, et je l'ai vu à mon niveau à Consensus, c'est un peu la question qu'on se pose à la fin d'avoir designé son projet et qui peut potentiellement tout remettre en question. Donc, je pense qu'il faut s'y intéresser beaucoup plus tôt que ce qui est aujourd'hui peut-être l'usage et surtout se faire accompagner sur cet aspect mais les autres. Et pour ça, je voudrais mettre en évidence l'inauguration d'un incubateur accélérateur Web3 nouveau à Angers qui s'appelle Cube3 et qui, pour justement tous ces nouveaux projets, est là pour accompagner sur différentes verticales, la réglementation, oui, mais pas que, le financement, comment on peut structurer un projet, etc. Et donc, je pense que ne pas se lancer seul. Nous, en tant qu'association, bien sûr, on est là. Peut-être à un niveau pas forcément porteur d'une idée, mais un peu après. Ne pas se lancer seul, ça permet de ne pas foncer dans le tas aveuglément et d'éviter peut-être les erreurs justement faciles à éviter, et notamment se lancer sur un sujet financier et se rendre compte après qu'on va se prendre MIF2 intégralement. En général, c'est bien de le savoir au début. Donc pour les entrepreneurs, se faire accompagner, se renseigner sur le cadre réglementaire qui les concerne. Et pour les épargnants / investisseurs, effectivement, savoir déjà qu'il y a une liste blanche de l'AMF, dont Bitstack fait partie et dont 90 et quelques autres acteurs aussi, puisque du coup, ça permet de vérifier qu'il y a certaines garanties qui sont mises en place, certaines exigences qui sont respectées, et notamment qu'en cas de problème, c'est aussi, je pense, moi, pourquoi je trouve que la réglementation est intéressante, c'est qu'en cas de, je ne sais pas si litige c'est le bon mot, mais en cas de problématique, il y a un remédiateur en fait. Il y a un parti, une autorité sur laquelle on peut se tourner, et ça évite des cas qu'on a vus avec d'autres plateformes étrangères notamment. Quand les choses vont mal, quoi. Donc, une vraie protection pour les consommateurs. Donc, voilà, savoir que ça existe, vous tapez liste blanche de l'AMF, des PSAN, pour prestataires de services sur actifs numériques, et il y a la liste qui est répertoriée. On arrive à la fin, donc merci beaucoup Faustine, c'était un grand plaisir. Merci pour ton temps, merci pour ton éclairage sur tous ces sujets. Merci d'être venu nous voir dans ces studios. À vous qui nous regardez, n'oubliez pas de mettre un petit like pour nous aider à diffuser l'épisode et nous dire en commentaire ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes, peut-être même les invités que vous aimeriez qu'on reçoive ici dans nos studios. N'oubliez pas aussi de vous abonner parce qu'on va sortir un épisode toutes les 2 semaines. Donc il y aura un nouvel épisode de Comprendre Bitcoin 2 semaines plus tard. On vous prépare pas mal de choses super sympas. Donc abonnez-vous, laissez-nous un like. On vous retrouve dans 2 semaines. Encore merci à toi Faustine. Merci beaucoup. Et portez-vous bien. À très bientôt.